La charte de l'ONU n'est pas un si grand document. Vous pouvez la lire si cela vous intéresse. Elle énonce l'égalité souveraine des États et l'autodétermination des nations, qui vient en premier dans le texte, comme les grands principes, avec l'intégrité territoriale des États. La charte mentionne ces deux principes, l'autodétermination et l'intégrité territoriale des États, comme étant au même niveau. Dès les premiers jours des Nations Unies, dès l'approbation, la ratification et l'entrée en vigueur de la charte, des questions ont été soulevées quant à la priorité de l'un sur l'autre. Une procédure spéciale a été instituée et tous les membres de l'ONU ont passé plusieurs années à discuter de cette question, ainsi que d'autres sujets liés à l'interprétation de la charte. И в итоге на свет родилась в 1970 году и до сих пор имеет всю силу юридическую декларация Генеральной Ассамблеи. Enfin, cela a ouvert la voie à l'adoption, en 1970, de la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui est toujours en vigueur à ce jour. Dans cette déclaration, il y a toute une section sur l'autodétermination qui dit qu'il s'agit d'un principe universel, ce qui signifie que le respect de l'intégrité territoriale est un principe que tout le monde doit respecter lorsqu'il s'agit de pays dont le gouvernement respecte le principe d'autodétermination et représente des intérêts de tous les peuples vivant sur le territoire en question. En vertu de la charte, nous devons respecter l'intégrité territoriale des États représentant l'ensemble de la population de leur pays. Un coup d'État contre le gouvernement a eu lieu en Ukraine en 2014, après que la sous-secrétaire d'État, Victoria Nuland, a distribué des biscuits aux terroristes et les Américains ont instantanément reconnu les organisateurs du coup d'État. Mais qu'en est-il de l'Europe ? Les États-Unis n'en ont rien à faire, ignorant que c'est l'Europe qui s'est portée garante dans l'accord avec le président ukrainien. Vous souvenez-vous de ce que Victoria Nuland a suggéré à l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Piat, concernant la manière dont il devait traiter l'Union européenne ? Elle a utilisé un mot de 4 lettres en anglais pour décrire ce qu'il pense de l'Union européenne. Les putschistes, qui sont arrivés au pouvoir, ont déclaré qu'ils expulseraient les Russes de Crimée. Lorsque la Crimée et l'Est de l'Ukraine ont refusé d'obéir à ceux qui étaient arrivés au pouvoir illégalement après avoir organisé un coup d'État sanglant, les organisateurs du coup d'État leur ont déclaré la guerre. Ils sont entrés en guerre contre leur propre peuple. Ils ont brûlé vifs 48 personnes dans la maison des syndicats d'Odessa. Il existe des preuves vidéo que tout le monde peut voir. Vous n'avez même pas besoin d'instituer un tribunal. Il suffit de regarder les images et de rendre un verdict de culpabilité. Il y a les noms de famille des personnes qui ont tiré sur des civils, qui essayaient de se sauver du feu en sautant par les fenêtres. Tout est là. Au lieu de cela, les autorités ukrainiennes ont ouvert des poursuites pénales contre ceux qui ont péri dans l'incendie. Et tous les progressistes de la communauté internationale suivent les règles de l'Amérique en fermant les yeux sur toute cette situation. Nombre des événements qui se sont déroulés là-bas constituent des crimes de guerre. Comment ceux qui sont arrivés au pouvoir peuvent-ils être considérés comme un gouvernement représentant des intérêts de l'ensemble de la population ukrainienne à l'intérieur de ses frontières ? Comment l'administration Porochenko peut-elle être considérée comme un tel gouvernement si elle a obtenu la présidence grâce à sa promesse de faire la paix contre le Donbass en 1 semaine, mais qu'elle a rapidement commencé à affirmer qu'elle allait achever les habitants du Donbass et que ses propres enfants iraient dans les écoles et les jardins d'enfants, tandis que les enfants du Donbass s'abriteraient dans les sous-sols. Ces propos ont été tenus par le président du pays auquel appartient le Donbass. Représentait-il les intérêts des personnes qu'il a insultées ? Certains espéraient qu'avec Vladimir Zelensky, tout allait changer. Il est également arrivé au pouvoir en tant que, entre guillemets, président de la paix, laissant entendre par tous les moyens que sa série télévisée Serviteurs du peuple, où il évince les oligarques pour agir au nom des gens ordinaires, reflète ses propres idéaux qu'il mettait en pratique lorsqu'on lui remettrait la matraque du président.
Mais dans une interview de novembre 2021, que j'ai déjà citée, interrogé sur les personnes vivant dans le Donbass, il a répondu qu'il y avait des gens et des créatures. Plus tôt, en août 2021, il a suggéré que tous les gens qui vivent en Ukraine et s'identifient comme Russes devraient sortir et aller en Russie pour le bien de leurs enfants et petits-enfants. Si vous me dites maintenant qu'avec ses opinions et avec ses actions en général, Vladimir Zelensky représente les intérêts de toute la population de l'Ukraine qu'il veut voir à l'intérieur des frontières fixées en 1991, alors il n'y a peut-être pas beaucoup d'intérêt à poursuivre cette conversation. Mais c'est la seule interprétation reconnue par le tribunal international pour la relation entre le droit et l'autodétermination et le respect de l'intégrité territoriale. Je voudrais savoir ce que les journalistes américains pensent de l'agression contre la Yougoslavie. À l'époque, le magazine Time a publié une couverture intitulée « Mettre les Serbes au pas, un bombardement massif ouvre la porte à la paix ». Vous pouvez probablement trouver des archives de la couverture médiatique américaine de la guerre contre l'Irak, de la guerre contre la Libye, de l'invasion américaine de la Syrie et de l'Afghanistan. Là-bas, si quelqu'un bougeait, on lui tirait dessus avec des bombes à fragmentation. Combien de mariages ont-ils anéantis ? Il serait intéressant de comparer les choses. Je vous ai donné une justification de nos actions du point de vue du droit international. Les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ne pouvaient pas exister sous un gouvernement qui les déclarait ouvertement terroristes, sauvages, sous-hommes et bombardait quotidiennement leurs jardins d'enfants et leurs écoles. Un incident s'est produit à Dnepropetrovsk tout récemment. Un expert ukrainien a décrit comment cela s'est passé. Tout le monde s'est rendu compte que la défense anti-aérienne de l'Ukraine, en dépit de toutes les règles de la guerre et du droit humanitaire international, était basée dans des quartiers résidentiels. Le fonctionnement d'un de ces systèmes a entraîné la chute d'un missile sur un immeuble résidentiel. Au cours des 8 années d'agression de Kiev contre sa propre population dans le Donbass, un grand nombre d'incidents similaires se sont produits. Nos journalistes et correspondants militaires qui travaillent là-bas en temps réel et rapportent la vérité ont relaté cela avant même les accords de Minsk et surtout après les accords de Minsk. Ils ont travaillé chaque jour sur la ligne de contact du côté des républicains de Donetsk et de Lugansk, montrant comment les bombes des néo-nazis ukrainiens détruisaient les zones résidentielles, tuant les gens, détruisant les jardins d'enfants, les cafétérias et les écoles. Cependant, il n'y avait pas de couverture régulière de l'autre côté. La BBC venait de temps en temps pour filmer des reportages assez véridiques. Mais elle s'est vite rendue compte de ce que ces reportages confirmaient. Les dommages causés aux infrastructures civiles sont bien moindres du côté ukrainien. La DPR et la LRP ne répondent qu'au bombardement. L'OSCE l'a enregistré comme un fait, même si cela a pris du temps. Pendant plus d'1 an, nous avons demandé que les rapports de l'OSCE ne se contentent pas d'indiquer le nombre d'infrastructures civiles détruites et de civils tués, mais qu'ils précisent de quel côté de la ligne de contact se trouvent les dégâts et le nombre de victimes. Dès que nous avons réussi à faire publier le rapport, il est devenu évident que les dommages du côté de Donetsk et de Lugansk étaient 5 fois plus importants que du côté du régime de Kiev, qui ne recevait des tirs qu'en réponse aux attaques. Ils s'indignent en voyant n'importe quelle image des dommages causés au régime ukrainien. Mais ces mêmes citoyens gardent le silence sur les images déchirantes de ce que les néo-nazis ukrainiens ont fait aux civils, aux enfants, aux personnes âgées et aux femmes. Bien sûr, l'histoire verra que justice est faite, mais le droit international ne doit pas être ignoré.